On se croirait revenu au temps des croisades. La guerre se poursuit encore et toujours au Moyen-Orient. Depuis la nouvelle agression militaire israélo-américaine déclenchée le week-end dernier en Iran, en pleine négociation entre Oman et Téhéran, et alors qu'un accord était en train d'être trouvé, Washington et Tel Aviv ont bombardé l'Iran, faisant un dernier bilan de 1230 morts, dont le guide de la révolution islamique, Ali Khamenei. Les Israéliens de leur côté ont procédé à l'invasion du Sud-Liban, occupant plusieurs villes et villages avec un plan annoncé visant le contrôle d'une portion de 8% du territoire libanais sur une superficie s'étendant sur 30 km au-delà de la frontière. Des combats se déroulent actuellement avec le Hezbollah libanais qui tente de freiner cette invasion programmée. Quels sont les enjeux de ce nouveau conflit? Pour le comprendre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur cette chaîne deux hommes qui suivent depuis longtemps la politique du Moyen-Orient, qui en connaissent les travers et les constantes, deux hommes qui vont nous apporter une lecture et un décryptage politique des réels objectifs poursuivis par les deux dernières forces coloniales de ce XXIe siècle. Il s'agit de Yamin Makri et de Christophe Oberlin que nous avons déjà reçus sur Mizzen TV. Soyez les bienvenus, messieurs, que la paix soit sur vous, salam alaikum, et surtout nos éditeurs. Merci beaucoup de Bonjour, wa alaykoum salam l'invitation. wa rahmatullah. Merci. Alors, Christophe Oberlin, vous êtes médecin chirurgien. Vous vous êtes rendu à de nombreuses reprises à Gaza en tant que chirurgien. Vous connaissez très bien la Palestine. Vous avez également publié de nombreux ouvrages chez votre éditeur Éric Bronier. On citera par exemple Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas, Histoire de la politique étrangère du Hamas, ou encore Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête. Yamin Makri, vous êtes pour votre part le cofondateur de l'Union des jeunes musulmans à Lyon et des éditions Tawhid. Vous êtes un militant historique de l'islam de France et de la cause palestinienne. Vous avez également publié récemment un livre sur un autre sujet, il s'agit de l'intelligence artificielle. Ce livre est intitulé Islam et intelligence artificielle, la bataille de l'attention, publié aux éditions Tawhid. Alors messieurs, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se joue exactement dans cet affrontement entre un Occident déclinant et un Iran résilient? Quels en sont les enjeux? Christophe Oberlin. Pour ma part, je vois ça sous la forme de qu'est-ce qui se joue pour les Palestiniens et en particulier pour les Palestiniens de Gaza, chez lesquels je me rends régulièrement depuis 25 ans. Alors sur le côté iranien, bien entendu, j'ai des opinions, mais j'ai aussi une toute petite expérience puisque j'étais à Téhéran au moment de l'attaque israélienne au mois de juin dernier, et il me semble que d'une certaine façon, eh bien, se reproduit en beaucoup plus grand, beaucoup plus dramatique, eh bien, les mêmes actions des uns et des autres, les mêmes erreurs du côté israélien. Et je voudrais avoir un mot en commençant pour cette population iranienne qui est bombardée, attaquée, sous sanction, mais qu'on a aussi humiliée d'une façon insensée en attaquant et en tuant son plus haut dirigeant. Véritablement, c'est une blessure. Je présente mes condoléances à la population iranienne et je suis d'autant plus choqué quand j'entends sur nos radios, sur nos télévisions, eh bien, des éléments de langage tout à fait indécents concernant notamment le guide qui a été assassiné avec sa famille. Et qui n'est pas seulement un leader politique, mais aussi l'une des deux plus hautes autorités religieuses du monde chiite, et d'ailleurs la plus influente, avec l'ayatollah Sistani en Irak, mais l'ayatollah Khamenei, puisqu'il avait le rang d'ayatollah, avait une influence plus importante sur le monde chiite. Donc voilà, c'était pour souligner aussi la fonction religieuse qui était la sienne. Yamin Makri, pareil, quels sont pour vous, qu'est-ce qui se joue pour vous dans cet affrontement en Iran actuellement? Pour moi, il est de deux ordres. D'abord, premièrement, on est dans la continuité du déluge de l'Aqsa. Pour moi, cette bataille, cette guerre que les Iraniens ont renommée, justement, je viens de l'apprendre, ils l'ont renommée la guerre du Ramadan. Avant, elle avait un autre nom, maintenant ils ont préféré ce nom-là. Effectivement, c'est la guerre du Ramadan. Et le Ramadan, dans l'histoire islamique, on l'a vu, ça a toujours été une période où les grandes guerres, les grandes batailles qui ont changé l'histoire se sont souvent passées durant le Ramadan. Et là, ça se répète encore une fois. Et donc, pour moi, on est dans la continuité. C'est Déluge de l'Aqsa 2.
On pensait qu'on allait faire un génocide et puis c'était plié, on va y tourner la page, on passe à autre chose. Non, non, on passe pas à autre chose. Ce qui s'est passé c'est dramatique, c'est phénoménal et il y aura des conséquences et on n'est qu'au début des conséquences qui vont se passer. Après, il y a un autre élément parce que nous, on est en France, on est loin, etc. On n'est pas concerné d'abord directement, même si on voit que ça va prendre une envergure mondiale avec la crise pétrolière et qu'on va en subir les conséquences aussi en France. Eh ben, c'est aussi des signes qu'il faut savoir voir. En face de nous, il y a des signes, c'est des choses qui se révèlent, il y a des voiles qui se lèvent, et à nous de les comprendre et d'agir en conséquence. Alors, on se souvient de la précédente attaque, hein, la guerre des 12 jours, et on a vu concernant l'actuel conflit là, qui a commencé donc qui a repris plutôt le week-end dernier avec cette agression militaire israélo-américaine. On a vu beaucoup de déclarations d'état-major et de responsables iraniens qui montrent, alors j'allais pas dire une détermination plus importante, mais tout de même dans les éléments de langage, dans la communication, on sent qu'il y a une volonté d'aller beaucoup plus loin que précédemment, notamment aussi avec l'assassinat de Ali Khamenei. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que l'Iran aujourd'hui, qui a été finalement trahi, parce qu'à chaque fois il y a des négociations politiques, hein, la dernière fois aussi, il y avait une négociation politique sur le désarmement du nucléaire, et à chaque fois, Washington et Tel Aviv mènent des attaques subites contre l'Iran. Est-ce que vous sentez qu'une ligne a été franchie avec l'assassinat du guide de la révolution islamique? Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Christophe Oberlin. Écoutez, moi, quand j'étais au mois de juin dernier, au moment de cette attaque, qui était d'ailleurs la troisième, c'est la quatrième fois que Israël attaque l'Iran au cours des périodes récentes. Ce qui m'a frappé, c'est une population qui, le lendemain de la première attaque dévastatrice, eh bien, fêtait une fête religieuse annuelle et a rempli la ville de Téhéran, l'artère qui va du nord au sud en direction de la place de la Révolution. Et c'est-à-dire qu'il y avait un défilé tout à fait pacifique avec les femmes, les enfants, les poussettes. On mangeait des brochettes, on distribuait des boissons sans présence policière outrancière. Et donc, c'est finalement cette sérénité de la population elle-même. Et je me souviens qu'à l'époque, eh bien, on expliquait que Téhéran était en flammes dans nos médias européens et français en particulier, que la population se terrait. Eh bien non, elle ne se terrerait pas. Et au moment où elle a décidé de partir, de quitter la ville de Téhéran, et plusieurs millions d'habitants de Téhéran sont partis, eh bien, j'étais parmi eux, et on voyait des gens qui circulaient en direction de la province, dans toutes les directions, sans un coup de klaxon, sans un énervement, dans une ambiance, je dirais, sereine. Donc je crois qu'on ne raconte véritablement n'importe quoi sur l'opinion iranienne, et je crois que cette opinion aujourd'hui est encore plus blessée dans son amour-propre, Elle se souvient d'une manière très forte de la guerre Iran-Irak. Chaque famille, eh bien, a payé son tribut à cette guerre, et ils sont en guerre. Ils ne le veulent pas. Il n'empêche que l'unité nationale, à mon avis, est là. Même question, Yamine. Est-ce que tu penses que l'Iran va aller beaucoup plus loin que les dernières phases d'attaque contre son territoire? Et d'ailleurs, est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur ce que représentent selon toi les atouts? Quels sont les atouts de l'Iran, des forces iraniennes, mais aussi de ses alliés, les organisations paramilitaires que représentent le Hezbollah libanais, les Houthis yéménites, et des milices aussi en Irak? Vous savez, l'Iran n'est pas un peuple belliciste. C'est pas des gens qui ont une histoire parsemée de guerres et de conflits, etc. Pas du tout. Par contre, l'Iran, quand une guerre se présente à eux, elle est totale. C'est-à-dire donc, et là, la guerre du 12 jours, c'était pas une guerre, c'était trouver une solution parce que l'Iran est très aussi opportuniste. Ils savent que quand c'est pas le moment de faire une guerre, c'est pas le moment. Et pour eux, c'est très important. Pour eux, c'est très important que leur peuple, mais aussi les peuples libres du monde, comprennent pourquoi il y a une guerre.
Et il faut que les voiles se lèvent un minimum, que les choses soient compréhensibles. Et durant la guerre des 12 jours, c'était pas compréhensible, donc c'était pas suffisamment clair. Aujourd'hui, l'axe américano-sioniste, même l'Occident collectif, plus loin, parce que c'est pas vrai, c'est pas américano-israélien. Cette guerre, elle est beaucoup plus large. C'est pas seulement, c'est pas ces deux belligérants face à l'Iran, c'est beaucoup plus large. Il y a ceux qui sont affichés, et puis il y a ceux qui le sont moins, mais c'est beaucoup plus large que ça. Pour l'Iran, les opinions publiques, ça y est, c'est clair, quoi. Il y a ceux qui s'intéressent et ceux qui suivent. Et je pense que l'affaire Epstein s'est encore aggravé. On vu quel type de dirigeants nous avons actuellement en Occident, quoi. Et c'est quasi général. Ils ont vu quel point de sauvagerie ils pouvaient aller. On l'a vu avec Gaza. Ils ont vu à quel point de mensonge, le mensonge, comment dire. Si Alexandre Dugin, c'est lui, je pense qu'il a appelé l'Occident collectif, il l'a appelé l'empire du mensonge. Après, Poutine l'a repris. C'est vraiment l'empire du mensonge. Même quand vous voyez les médias, la manière dont ils traitent l'actualité, comment ils ont ignoré toutes ces écolières, moins de 200 écolières qui ont été tuées d'une manière sauvage, et de délibérer. Ceux qui s'y connaissent au niveau des techniques de guerre savent que ça peut pas être un simple accident. Il y a une volonté de pétrifier, de mettre la peur dans les corps des Iraniens pour qu'ils acceptent d'abdiquer. C'est ça l'objectif. Donc il fallait taper fort dès le début, même taper fort, pas au niveau seulement de l'armée iranienne ou du CGRI, mais aller plus loin que ça, taper fort au niveau des populations civiles, comme ils l'ont fait à Gaza, taper fort, pétrifier les gens, leur mettre le corps, la peur dans... Mais ils ont fait une énorme erreur. Ils ont fait une erreur très énorme. Et ça, c'est dû à leur incompréhension. On sent que c'est des gens qui sont très ignorants de ce qu'est un peuple musulman, ce que sont les références musulmanes. Avoir tué l'ayatollah Khamenei, c'est la plus grosse erreur qu'ils ont faite. Ils ont uni le peuple iranien. Vous savez, moi, je suis parti en Iran il y a une dizaine d'années et j'ai discuté avec des gens, tout ça, de toute personne. Et en particulier, il y avait une dame, qui était là, qui nous servait de guide touristique et qui était iranienne et qui n'était pas du tout favorable au pouvoir iranien, même très critique. Elle disait, je lui demandais, je disais, mais tu portes un foulard, mais tu le portes de toi-même. Elle fait le jour où, à la minute près, où il sera plus obligatoire, je l'enlève. C'est-à-dire comme quoi c'est une personne qui vivait elle vivait ça comme une oppression, le fait de mettre le foulard dans la rue, etc. Donc elle avait une hostilité, mais totale contre le pouvoir iranien. C'est tous des corrompus, c'est tous des voleurs, tout ça. Donc vraiment pas du tout, très occidentalisé, etc. Et je disais, ouais, après, et je dis, et là, la Khomeini, c'est quand même, Khamenei. Khamenei. Non, Khomeini. Ah, Khomeini, d'accord. Ok, d'accord. Non, Khomeini. J'ai parlé de Khomeini, pas Khamenei. Ah, d'accord. À l'époque, il n'y avait pas encore Khamenei. Je dis, Khomeini, qu'est-ce que tu penses de lui? C'est lui qui a engagé quand même l'Iran dans cette voie. Je dis donc c'est un corrompu, lui aussi, c'est un vendu, etc. Elle m'a fait non, on touche pas à Khomeini. Je fais mais c'est un religieux. Il est comme ceux qui l'ont suivi, ils sont dans sa voie. Il fait non, pas lui. Il est venu, il était pauvre, il est mort pauvre. Il n'a jamais profité du pouvoir. Il a jamais ça. C'est vrai que la guerre Iran-Irak, il a trop insisté, etc. On a fait 9 ans de guerre, on aurait pu la raccourcir. Ça, c'était une erreur, mais on touche pas à Khomeini. C'est ça le peuple iranien. C'est qu'ils peuvent être très critiques vis-à-vis de leur gouvernement. Et d'ailleurs, il y a l'espace de la critique en Iran, c'est que les gens ne le disent pas. C'est qu'on peut critiquer en Iran, on peut critiquer beaucoup plus qu'en France, on peut critiquer le pouvoir Macron. En Iran, il y a un large espace pour la critique. Par contre, il y a des fondamentaux où les Iraniens sont tous unis. Il y a des représentants qui sont au-delà du gouvernement, qui représentent l'idéal iranien, qui représentent l'identité iranienne. Et là, ils ont tué l'identité iranienne. Ils ont voulu faire, et là, il y a eu quand même les mouvements, alors qui étaient dus à l'explosion des prix, hein. Il y a quelques semaines. C'est-à-dire que non, mais les Iraniens, moi, je discutais, les Iraniens sont très critiques, même par rapport à des principes religieux qu'actuellement dans ces conflits dans le chiisme, ça et tout, même par rapport à la hausse des prix, même par rapport à beaucoup d'Iraniens qui étaient la jeune fille voilée qui est morte dans un poste de police, beaucoup d'Iraniens considéraient ça comme une énormité. C'est-à-dire qu'il faut différencier les faits et la manière dont l'Occident les utilise et dont l'intention et autres. Mais ils sont très très critiques vis-à-vis du pouvoir iranien. Ils peuvent même manifester, ils peuvent être des opposants, etc. Mais devant l'étranger,
Et les fondamentaux de l'Iran, on n'y touche pas parce qu'ils savent, ils ont vu ce qu'est devenu la Syrie, ils ont vu ce qu'est devenu la Libye, ils ont vu ce qu'est devenu l'Irak. Ils ont vu quand un pays se fragmente et se divise, qu'est-ce que fait l'Occident. Ils savent, etc. Et tout. Ils sont peut-être mécontents en partie, je ne parle pas tous, mais une partie, parce qu'ils vivent sous embargo, il ne faut pas oublier, 40 années d'embargo, ça a fait des conditions de vie très difficiles. Donc, ils sont peut-être très critiques par rapport à ça, par rapport aux conditions de vie. Ils sont très critiques par rapport aux dirigeants. Et c'est vrai qu'il y a des corrompus. Et c'est vrai qu'il y a comme beaucoup d'États, et la France, elle est très bien placée pour savoir. Donc, en termes de corruption financière et autres, ça existe. Mais, avoir tué l'ayatollah Khamenei, mais ils ont créé un martyr. Ça veut dire que ça unit le peuple entier. Regardez ce que vous verrez jamais sur BFM et CNews, vous verrez jamais ça. Mais les manifestations, ils ont appelé la CIA, Trump, etc. ont appelé aux Iraniens à sortir dans la rue. Ils sont sortis dans la rue. Ils sont sortis par millions, mais ils sont sortis pour soutenir le régime, pour s'opposer à la guerre. C'est ça qui est, et ça c'est l'échec. Si tu me demandais quels sont les atouts, les atouts de l'Iran, c'est son peuple et sa foi. C'est d'abord son peuple et sa foi. Au-delà de toutes les techniques, au-delà de ce qu'on appelle les proxys, au-delà de ces armes sophistiquées qu'elle a réussi à créer, qu'elle a réussi par la rétro-ingénierie, etc., qu'elle a réussi à mettre en place, au-delà de son alliance avec la Chine et avec la Russie et avec tout ce qu'on appelle les BRICS, tout ça et tout, au-delà de tout ça, mais fondamentalement, vous savez, le Venezuela aussi était dans le BRICS. Le Venezuela aussi mais ils n'avaient pas de conviction, il n'y avait pas une volonté et c'est ce qui a, donc ils se sont retirés quoi. Les gens ont toujours accusé les Russes et même les Chinois de ne pas avoir soutenu Maduro. Mais ils disent mais comment on peut soutenir quelqu'un qui accepte de négocier, qui accepte En Iran, ils ont trouvé un peuple une fois. D'accord. Christophe Oberlin, je voudrais réagir un peu. D'accord. Réagissez, après je vous poserai une question. Allez-y. D'accord, à ce que vient de dire Yamil Makri. Je suis tout à fait d'accord à ce qui a été dit. Moi, ça me rappelle terriblement l'assassinat du cheikh Yassine en 2004. C'était quelqu'un de pauvre, c'était quelqu'un qui avait des convictions, c'était un religieux, et son assassinat a été extrêmement mal ressenti par l'ensemble de la population palestinienne. Et même si aujourd'hui, lorsqu'on discute avec des Palestiniens qui se disent de telle ou de telle tendance, y compris le FPLP, d'ailleurs, je connais bien la responsable, Mariam Aboudakka du FPLP à Gaza, eh bien, le cheikh Yassine, c'était notre papa à tous, pratiquement, si vous voulez. Et 20 ans après son assassinat, le mouvement qu'il a contribué à créer, pas tout seul, mais en grande partie, eh bien, n'a jamais été aussi puissant. Et sur la question religieuse, j'ajouterais que bien entendu, la question palestinienne, comme l'attaque sur l'Iran, ce n'est pas une guerre de religion, même si certains essayent de le faire passer pour cela, mais il y a du côté des agressés un point très spécial et très particulier que les Occidentaux n'arrivent pas à intellectualiser, c'est effectivement le facteur religieux. Comment on se bat à Gaza? Pourquoi et avec quel courage on se porte contre un tank pour appliquer une charge explosive? Eh bien, il faut avoir des convictions, il faut avoir des valeurs. Et c'est toute la question de la motivation. La motivation des combattants palestiniens, elle est absolument énorme. Et il est pratiquement impossible de la mettre en comparaison avec la motivation d'un soldat israélien au sol qui tire sur des enfants. Vous voyez, tout ceci n'a rien à voir. C'est un conflit complètement asymétrique, mais que ce soit la partie palestinienne ou la partie iranienne aujourd'hui, eh bien, ceux qui sont agressés ont su tirer le meilleur des failles de l'ennemi. Et la première faille de l'ennemi, c'est l'arrogance. Alors, concernant la structure du pouvoir politique iranien, étant donné le rapport de force, même si j'entends ce que vous avez, ce qui a été dit sur le fait que la force du peuple iranien, c'était sa foi et sa détermination et son peuple, il faut quand même qu'on puisse aussi coordonner ça et articuler ça avec une analyse politique. Étant donné, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la structure politique du pouvoir iranien, étant donné le rapport de force qui se joue? Est-ce que ce pouvoir peut-il tomber? Et si c'était le cas, quelles seraient les conséquences
pour la lutte contre le colonialisme israélien en Palestine et plus largement contre le colonialisme dans la région du Moyen-Orient. Yamin. Oui, justement, voilà, je suppose que je disais que les choses se dévoilent. C'est que les gens ne connaissent pas suffisamment l'Iran. Il faut savoir que au début de la révolution, l'Iran, c'est une révolution qui s'est installée en plein milieu d'une guerre. C'est que l'Occident collectif, et en particulier à travers l'Irak, ils ont déclenché une guerre. Ils ont déclenché une guerre, et donc l'Iran a vécu 9 ans de guerre, mais énorme, hein, 1,5 million de morts. Hein. C'est pas une petite guerre. Plus, énorme. je crois que c'est autour d'1 million, tout confondu, avec Irak et Iran, voilà. Irak, Iran, 1 million. Côté iranien, 1,5 million. Il faut savoir, il y a un événement qui s'est passé dans les années 90. À un moment donné, l'Assemblée nationale iranienne, les opposants, en particulier, je pense que c'était les Moudjahidine Khalq, qui étaient les opposants iraniens, ont mis une bombe à l'intérieur de l'Assemblée. La bombe a explosé. Mais vous aviez, en termes de morts, c'était une catastrophe, et en particulier parmi les plus grands dirigeants, et pas que des dirigeants politiques, il y avait aussi des personnalités religieuses, etc. Et même des personnalités religieuses que certains avaient une aura au-delà du monde chiite. C'était des gens qui étaient assez reconnus même dans le monde sunnite. Donc ça a été une catastrophe. Le régime n'est pas tombé. Après, il y a eu l'embargo, il y a tout ça, et puis on a l'attentat ciblé contre Khamenei. Et l'attentat ciblé contre Khamenei, le régime n'est pas tombé. En fait, l'Iran est un régime démocratique. Et quand on parle de démocratie, dans toute la région de l'Asie occidentale, c'est la démocratie la plus stable. L'Iran a des institutions. Elle fonctionne avec des institutions qui sont respectées par tout le monde. Vous savez, il y a des opposants, même religieux, c'est ça que les gens ne connaissent pas, qui ont voulu remettre en cause ces institutions. Ils sont en prison. C'est-à-dire même les religieux, on les met en prison quand ils remettent en cause ou quand ils trahissent ces institutions. C'est-à-dire que pour eux, c'est fondamental et c'est ce qui fait la stabilité, même en cas de guerre. Même en cas de guerre, même dans une situation de guerre comme il y a actuellement, ils ont respecté ils respectent les étapes de la Constitution, c'est-à-dire la désignation des nouveaux dirigeants, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation exceptionnelle où il y a un homme-providence qui va prendre le pouvoir, qui va prendre tous les pouvoirs, etc. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir, l'Iran, elle a construit un vrai cadre institutionnel qui est très respecté et qui fait l'unité de tout le monde. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de ce cadre-là que tout est accepté en Iran. Il y a des débats, vous savez, il y a des débats même religieux qui normalement, dans le chiisme, il ne devrait pas y avoir de discussion sur ça. Il y a des libéraux qui se considèrent comme étant les musulmans libéraux, c'est-à-dire qui remettent en cause, par exemple, le principe de Wilayat Faqih, c'est-à-dire que c'est ces principes-là qui sont des principes de base. C'est le juriste, le pouvoir du juriste d'intervenir dans le champ politique au nom de l'imam, occulté. C'est ça. Il y a des gens qui considèrent que l'Iran doit évoluer vers un régime laïque, etc. Ils sont pas en prison. C'est-à-dire quand le cadre constitutionnel est respecté et quand la violence n'est pas utilisée, ils sont pas en prison. Les gens ne comprennent pas ça. Ils comprennent sur les pouvoirs du guide, Yamin Makri, sur les pouvoirs du guide, parce qu'on dit que le guide, échappe aux élections et a énormément de pouvoir et que c'est lui qui a le contrôle. Est-ce que vous considérez que c'est démocratique ça, pour ceux qui émettent ces critiques-là? C'est exactement, c'est très très similaire à ce qu'on a actuellement en France, qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le Conseil des experts, qui doivent se réunir pour désigner le prochain ayatollah, mais apparemment il est déjà désigné. C'est exactement ça. C'est ça le Conseil. Le Conseil des experts, c'est l'équivalent du Conseil constitutionnel. Et ce Conseil-là, l'ayatollah qui sera désigné, il rend des comptes à ce Conseil. Il peut être démis par ce Conseil. Ça faut dire, c'est vrai que le chiisme a une particularité, qu'il y a un clergé qui n'existe pas dans le sunnisme, mais ils n'ont pas tous les pouvoirs, c'est pas vrai. On n'est pas loin du Conseil constitutionnel français. Le Conseil constitutionnel français peut remettre en cause un vote qui a été pris à la majorité de tous les citoyens français. C'est normal, parce que le Conseil constitutionnel est là pour veiller à ce que la Constitution, qui est au-dessus
du vote des citoyens et au-dessus de la souveraineté populaire. Il y a un cadre constitutionnel, il n'est pas possible que des représentants de l'État puissent voter une loi. D'ailleurs, on le voit souvent en France que le Conseil constitutionnel a retoqué une loi parce qu'il considère qu'elle trahit la Constitution. En Iran, c'est la même chose. Il joue que le Conseil des experts ne joue que ce rôle-là. Ça veut dire qu'après, la vie du gouvernement a fait sa vie. Mais par contre, il y a un cadre auquel les Iraniens se reconnaissent. C'est-à-dire, ce cadre-là, il ne faut pas en sortir. Donc, en vérité, en fait, vous savez ce qu'on appelle, nous, la discrimination positive, tout ça et tout. En Iran, les Juifs ont un poste à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils considèrent, les Iraniens considèrent que la communauté juive ne peut pas ne pas être représentée. Même s'ils ont. Et ça, c'est pour tous les cultes. C'est pour tous les cultes, même les Majous, les Mazdéens, c'est tous les cultes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est que les minorités religieuses et ethniques ne peuvent pas ne pas être représentées, ne peuvent pas subir la loi de la majorité. D'accord, donc l'Iran est un pays donc qui est stable, qui a des fondations politiques. Christophe Oberlin, la même question. Voilà, est-ce que vous partagez cette analyse de Yamin Makri? Est-ce que l'Iran est l'une des démocraties les plus stables du Moyen-Orient, pour reprendre ses propos? Et finalement, quels sont les enjeux par rapport à la question palestinienne? C'était un peu le sens de ma question. Si le pouvoir iranien vacille ou tombe, quelles seraient les conséquences pour la cause palestinienne? Écoutez, je ne suis pas un expert en la matière, mais je rejoins par exemple la position de Jean-François Bayard qui, dans son excellent livre sur l'islam, les républiques islamiques, qui date déjà d'il y a quelques années, mais il n'empêche que la partie iranienne est tout à fait d'actualité. J'encourage ceux qui nous écoutent à la lire ou la relire. On voit que dans la constitution iranienne, chaque pouvoir a un contre-pouvoir. Yamin Makri en a cité quelques-uns, mais il y en a bien d'autres, en ce sens que à chaque pouvoir qui est donné à une structure, il y a un contre-pouvoir. L'Assemblée des experts élit le guide suprême. Cette Assemblée des experts, à ma connaissance, mais je ne suis pas un spécialiste, eh bien, elle est élue au suffrage universel. Il y a une Assemblée nationale qui est également élue. Enfin, il y a toute une série, il y a autant de pouvoirs et de contre-pouvoirs que chez nous, et je dirais même encore plus, car le Conseil constitutionnel que Yamin a cité, eh bien finalement, il n'est pas élu au suffrage universel, et il comporte automatiquement un certain nombre de personnes qui sont issues du même pouvoir que le pouvoir qu'ils sont censés contrôler. C'est un petit peu comme la situation actuelle de la ministre du Budget qui passe à la Cour des comptes. Vous voyez, il y a eu véritablement un conflit d'intérêts. Mais en tout cas, moi, je regrette terriblement. Je suis véritablement outré de voir à quel point nos médias Yamin a dit à juste titre, avant de juger, il faut commencer par connaître. Qui aujourd'hui a expliqué dans nos médias comment fonctionne la constitution iranienne, en quoi il n'y a pas que notre modèle strict, il y a aussi d'autres modèles qui font leurs preuves. Et en ce qui concerne par exemple la représentation que Yamin a citée des Juifs au Parlement iranien, eh bien moi je suis tout à fait témoin. J'ai écrit un bouquin sur les chrétiens de Gaza. Et le Hamas, justement, avait émis l'idée et le souhait que les chrétiens soient représentés à la proportion de leur proportion dans la population. Et ce sont les chrétiens eux-mêmes qui ont refusé en disant non, nous sommes avant tout des Arabes, des Palestiniens, et nous sommes aussi des chrétiens, et nous ne faisons pas de différence, et nous ne souhaitons pas avoir une parole protégée ou privilégiée, tout simplement parce que nous n'avons pas besoin d'être protégés. Donc tout ça, évidemment, peut se discuter à l'échelle. On ne va pas dire que le Hamas de Gaza devrait être étendu à l'ensemble de l'Iran, mais encore que, vous voyez, je lisais récemment les mémoires de feu l'ayatollah Khamenei, et véritablement son assassinat m'a choqué, terriblement choqué, me choque toujours. Eh bien, je lisais encore récemment ses mémoires, où il raconte comment il a traduit les grands penseurs réformistes et ceux dont on n'a même pas le droit de prononcer le nom en France, comme Mohamed Abdou, Seyed Qutb, Hassan el-Banna,
il y a toujours quelque chose à tirer de la connaissance et ça évite de raconter n'importe quoi. Et je rends aussi, par cette occasion, à mon niveau modeste, hommage à la mémoire de Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, eh bien, il faut lire le roman autobiographique de Yahya Sinwar et vous verrez, pour résumer, que L'un des responsables du Hamas pour nos auditeurs, c'est juste pour rappeler c'est un des l'information. responsables du Hamas qui est toujours diabolisé. À chaque fois qu'on veut diaboliser ou assassiner quelqu'un, on explique que c'est le cerveau de quelque chose, mais c'est pas le cerveau, c'est le sommet d'une pyramide. Cette pyramide a une base très large. Et Yahya Sinwar, eh bien, avait prévu pratiquement, comme d'ailleurs le cheikh Yassine, eh bien, l'échéancier et la chronologie de cette question israélo-palestinienne qui aujourd'hui, effectivement, a atteint un niveau de basculement qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, à Gaza, tous les Palestiniens, à Gaza ou ailleurs, eh bien, suivent avec énormément d'attention finalement cette puissance régionale qui est la seule à être capable militairement, par la force, eh bien, de faire appliquer et de faire respecter la loi. Un État, c'est un territoire avec des limites clairement définies et des forces armées pour faire respecter les frontières, c'est la définition. Eh bien, lorsque le Hamas se trouve dans la situation de demander une garantie militaire à la puissance américaine qui fait partie des agresseurs, là est évidemment le problème. Et plutôt que critiquer l'absence de puissance militaire des Nations Unies, eh bien, on devrait s'interroger sur le fait de se retourner vers des puissances régionales qui sont capables de faire respecter le droit international. Et on peut remarquer que dans toutes les interventions au plus haut sommet de l'État iranien qui ont été faites ces derniers temps, la référence au droit international est permanente. C'est la seule solution, c'est le seul avenir pour cette région du monde comme pour l'ensemble de la planète. Alors penchons-nous, messieurs, si vous le voulez bien, un peu aussi du côté des États-Unis. Beaucoup de commentateurs politiques ne comprennent pas l'engagement américain dans cette croisade anti-iranienne à l'approche des élections aux États-Unis, alors que 60% des Américains sont hostiles, selon les sondages, à cette logique de conflit, et alors que les différentes agressions précédentes et autres guerres avaient montré les limites de l'interventionnisme américain dans la région. Quand on leur pose la question de l'influence et de la pression politique exercée par les Israéliens sur les Américains, les analystes anti-impérialistes refusent souvent cette grille de lecture en considérant que les États-Unis sont une superpuissance et qu'il est ridicule de supposer qu'Israël puisse imposer sa ligne politique aux Américains sur cette question. Qu'en pensez-vous et quelle est votre analyse sur cette question? Yamin, Makri. Sur les États-Unis, il faut revenir à des fondamentaux. Il y a deux points importants qui expliquent un peu leur position actuellement. Le point important, le premier point, c'est il faut jamais oublier que les États-Unis, c'est une colonisation qui a marché. Et c'est un génocide qui a produit une puissance. C'est un double génocide, amérindien et noir. Donc c'est inscrit dans leur histoire. C'est des peuples européens qui se sont appropriés une terre à travers l'extermination du peuple noir et en exterminant les indigènes, les locaux, c'est-à-dire les Amérindiens. Ça, c'est l'histoire américaine. C'est l'histoire américaine. C'est pour ça que quand on parle de bombardement, tout ça et tout, ils ont dit ouais, bon, on l'a fait au Japon et alors, on l'a fait là et alors. Et on voit que la manière de parquer les populations, c'était la manière de créer des camps, le fait de ne pas donner les soins de base à des populations pour qu'elles disparaissent, tout ça, ce qui a été fait aux Amérindiens, c'est ce qu'on voit aussi à Gaza. C'est-à-dire qu'il faut pas, c'est une continuité historique. C'est un pays violent, créé dans la violence, et qui a poursuivi cette histoire de violence. Et c'est basé sur des caractères ethniques. Et en plus de ça, par-dessus ça, vous avez une idéologie qui est amorale, ce qu'on appelle le capitalisme, qui s'autorise aussi à tout. Ça, il faut pas l'oublier. Deuxième chose, c'est pas les Israéliens qui font une pression sur Trump, c'est les sionistes. Ça dépasse la question d'Israël.
Et le sionisme, c'est cette vision-là, c'est cette vision colonialiste, suprémaciste blanche, etc. C'est-à-dire de considérer qu'en fin de compte, il y a des êtres humains qui méritent de vivre et d'autres qui sont des sous-hommes, voire des animaux, etc. Et que les tuer, c'est pas un problème. Et ça, c'est les deux fondamentaux qui fait que après, c'est évident que Trump, il est tenu. Il est tenu par rapport à l'affaire Epstein. Il est tenu par rapport à ses argentiers. Que les États-Unis est un pays ultra endetté. Que ceux qui ont la dette américaine, si du jour au lendemain ils demandent le remboursement, bah, du jour au lendemain c'est un pays qui s'écroule, etc. Donc ça c'est connu que les principaux financeurs de la campagne de Trump, ce sont les sionistes, etc. Que les sénateurs ont tous quelqu'un de l'AIPAC sur leur dos qui sont leurs contrôleurs, leurs contrôleurs politiques, etc. C'est un deal qui a été donné. On finance votre campagne, mais vous êtes à notre ordre. Donc, à nos ordres. Tout ça, mais la population américaine commence à en prendre conscience, mais de manière brutale. Et ça a été l'affaire de Gaza qui a permis cette conscience. Et maintenant, vous voyez des gens de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, etc. Tout, qui n'en peuvent plus aux États-Unis, qui n'en peuvent plus. Et donc Gaza, ça a été le révélateur total. Et l'Iran est un deuxième révélateur. Qu'est-ce que, comme ils disent, votre guerre, nos morts? Pourquoi aller mourir en Iran? Pourquoi partir? Pourquoi cette guerre? Surtout qu'en face, on avait des Iraniens, mais qui étaient prêts à faire des concessions. Même certains disaient, oh, vous allez un peu loin comme dans vos concessions. Ils ne voulaient pas de guerre. Ils ne voulaient pas de guerre. Et ça a été pourquoi les Iraniens ont accepté la négociation, même à un moment où les gens se disent, mais vous êtes idiots. Ils utilisent les négociations pour ramener leurs forces dans les pays du Golfe. C'est-à-dire que pendant qu'ils négociaient, vous aviez des avions, vous aviez du matériel militaire, vous avez les Israéliens qui se préparaient, et vous négociez. Pourquoi les Iraniens? Bon, je pense pas que ce sont des imbéciles. Ils disent, il faut qu'on négocie, il faut que le monde voit que nous, on est prêt à aller jusqu'au bout. On sait ce qu'ils sont en train de préparer. On sait ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut qu'on négocie, premièrement, vis-à-vis de notre peuple. Il ne faut pas que notre peuple nous critiquent et nous disent, vous n'avez pas été à la négociation, vous avez choisi la guerre. Non, on a été à la négociation jusque là où c'est possible. Jusqu'au jour où ils ont tiré les premiers. Donc, pour les Iraniens, c'était hors de question, alors que c'était évident. Beaucoup de stratèges disaient que dans votre situation, faible contre fort, la meilleure situation, en termes de stratégie de guerre, c'est de tirer le premier. Mais c'était hors de question de tirer le premier, même si c'était évident qu'une guerre se préparait. C'était évident, ça se comptait en semaines, en mois, etc. Que là, je parle du court terme. Non, il faut aller à la négociation. Pourquoi? Pour que les choses se révèlent, pour que les gens comprennent. C'est un message qui est destiné au peuple iranien et au peuple du monde, pour qu'ils comprennent actuellement ce qui se passe sur cette planète-là et quels sont les dirigeants, ceux qui dirigent, ce qu'on appelle l'Occident collectif, quel type de personnes nous avons en face de nous. Christophe Oberlin, toujours sur la même thématique, beaucoup de républicains, donc comme ça a été dit précédemment, beaucoup de républicains sont en conflit interne avec Trump et condamnent sa trahison politique et sa promesse de ne plus intervenir militairement à l'extérieur, parce que c'était un peu la marque de fabrique de Trump les années précédentes. Faut-il y voir le commencement, donc dans cette tension interne au sein des républicains, faut-il y voir le commencement d'un renversement d'alliance possible, c'est-à-dire les premiers germes d'un renversement d'alliance entre l'électorat américain et les intérêts politiques israéliens? Écoutez, moi je crois qu'il y a un basculement qui est en train de se faire aux États-Unis. À ma connaissance, c'est pas 60%, mais c'est plus près de 80% des Israéliens qui sont opposés à la guerre en Iran dès que les premiers des Américains. Oui, des Américains, je dis bien. Oui. Ah, vous avez dit des Israéliens. Ah pardon, excusez-moi, le lapsus est significatif. Des Américains, dès que les premiers cercueils avec un drapeau américain arrivent aux États-Unis, ça fait le tour du monde en temps réel, et l'opinion américaine est en train de basculer. Ça se voit aussi, et c'est un classique de le dire, à travers les sondages en fonction des classes d'âge. Les jeunes sont très très massivement contre tout ce genre d'aventure. Donc le temps de cet impérialisme sordide et mortifère, eh bien le temps va passer. Mais je pense qu'il faudrait aussi, et surtout, nous sommes en France, et il y a véritablement des décisions politiques qui sont prises sans aucune demande au niveau du Parlement, ni encore moins de la population, décisions politiques qui sont dramatiques et qui inscrivent véritablement la France en dehors du droit international.
hein, il faudra le dire et le répéter, le fait d'avoir accordé officiellement une immunité à Monsieur Netanyahou, immunité qui n'existe nulle part dans le droit international, le fait d'avoir refusé d'appliquer le contrat avec la Cour pénale internationale qui aurait dû obliger Monsieur Macron à arrêter Monsieur Netanyahou lorsqu'il survolait le territoire français, tout ça, ça va chiffrer, ça va pouvoir se concrétiser malheureusement dans des centaines, des milliers de morts supplémentaires. L'attaque contre Madame Albanese, attaquer la représentante spéciale de l'ONU pour la question palestinienne est une véritable honte. Et la condamnation de la réaction iranienne à la 4e attaque israélienne, la réaction contre l'Iran, véritablement nous place à l'opposé de l'axe de la résistance, mais dans un autre axe qui a été nommé d'ailleurs curieusement, c'est peut-être un des rares mots qui a échappé à M. Macron et qui soit exact. À un moment donné, il a mentionné la barbarie de l'action israélienne, la barbarie. Aujourd'hui, objectivement, M. Macron nous classe dans l'axe de la barbarie. Alors on a envie de lui dire, écoutez, il y a quand même quelques voix qui s'élèvent en Europe, du côté de l'Irlande, du côté de l'Espagne. Est-ce que ce n'est pas véritablement le moment de rectifier le tir, si j'ose dire, et de ne pas vous condamner et de vous faire condamner définitivement par l'histoire à défaut d'une condamnation par les tribunaux. Véritablement, les bras nous en tombent aujourd'hui quand on voit le degré d'ignominie dans lequel s'enfonce l'exécutif français en nous disant mais nous avons des accords avec des alliés. Ben, les accords, ils peuvent être rompus. Le général de Gaulle a eu le courage bien, de sortir de l'OTAN et personne ne lui avait reproché. Et tous ceux, même ceux qui n'étaient pas des partisans acharnés du général de Gaulle, aujourd'hui le reconnaissent. Alors, il y a eu ces jours-ci une déclaration assez claire, courte, qui mériterait d'être complétée, mais de la part de Gérard Haraud, qui a condamné véritablement l'attaque contre l'Iran, qui a condamné la sortie de route que constitue... L'ancien ambassadeur, pour nos auditeurs, l'ancien ambassadeur de France en Israël, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, il était Notamment. ambassadeur à Tel Aviv au moment de l'affaire Khalid et il s'est rendu immédiatement au chevet de la famille. On ne l'a pas beaucoup entendu concernant Salah Hamouri, qui était dans la même situation. Mais en tout cas, il fait partie encore de ces politiques qui, en principe, ont une parole et la respectent. Et on aimerait lui poser la question à Gérard Haraud et puis par lui-même, par la même à Dominique de Villepin, eh bien, on aimerait connaître leur position vis-à-vis de la sortie de l'OTAN, parce que la sortie de l'OTAN constitue aujourd'hui une nécessité, puisque nous sommes une espèce de suzerain, d'esclaves, on peut dire, de la puissance américaine, alors que nous ne sommes pas d'accord avec ses engagements et notamment militaires. Donc la remise en question de l'Europe, le ménage, eh bien, consisterait de se soustraire dans un premier temps déjà de la tutelle de l'OTAN. Alors, dernier aspect de cet entretien, messieurs, je voulais qu'on arrive sur la question du facteur religieux hein, qui a été évoqué rapidement tout à l'heure. Est-ce que le facteur religieux joue un rôle dans cette guerre? Je pense notamment à deux aspects, deux volets différents de cette question, un volet israélo-américain et un volet musulman. Alors, commençons par le volet israélo-américain. Je fais référence à l'influence de certains courants messianistes, juifs et évangélistes. On a entendu des membres du cabinet Trump, dont une grande partie de l'électorat sont des sionistes chrétiens, on les a entendus tenir des déclarations hostiles à l'islam ou à l'Iran. Du côté israélien, comme on le sait, c'est bien pire depuis des années. Ce facteur religieux est-il prépondérant et essentiel dans la logique impérialiste et coloniale israélo-américaine qui se déploie actuellement, ou ce facteur est-il secondaire et est-ce qu'on a tendance à le surestimer? Yamin Makri. Alors là, on parle que du côté américano-israélien. Et après, j'aurai une deuxième question sur le volet musulman. Je ne pense pas qu'elle soit essentielle. Je pense qu'elle est très utilisée. C'est différent. Donc, ça veut dire que c'est important dans le sens qu'elle est très utilisée. Mais je ne pense pas qu'elle est fondamentale parce que c'est d'abord
C'est d'abord des fondements impérialistes dans le sens politique du terme qui est le plus important, de la captation des ressources, d'un monde multipolaire qui émerge et que ça insupporte énormément les Américains, parce que ça voudrait dire qu'ils ne seraient plus la seule puissance, ils seraient une des puissances parmi d'autres puissances. Et ça voudrait dire que c'est une révolution cognitive pour les Américains, de se considérer comme une puissance parmi d'autres. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est leur être qui doit changer. Et le fait que Christophe parle du droit international, qui dit un monde multipolaire, dit le droit international va devenir central. C'est-à-dire qu'il faudra le respecter. Ce ne sera pas la force du plus fort. Ils ne sont pas habitués à respecter un droit. Ils sont habitués à imposer leur force. Donc pour eux, c'est toute une manière d'être qui doivent changer. C'est très difficile à accepter et c'est très difficile même à intégrer. Même pas, c'est-à-dire que même de comprendre, je pense qu'ils ont un problème. Ils ont un problème même en termes cognitifs. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont un problème à comprendre ça. Et ça, le monde évolue. C'est qu'actuellement, si la guerre actuellement se passe de cette manière-là, c'est que le monde a changé. C'est que les États-Unis n'ont plus la puissance et la capacité d'imposer leur point de vue. Et ça, je pense que c'est ça qui est fondamental dans leur comportement. Et quand on est acculé, eh ben on utilise tout ce qu'on peut utiliser. Et on utilise le facteur religieux essentiellement. C'est ce qui peut ameuter les foules, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très présents dans l'administration américaine, les sionistes religieux, parce que ils sont beaucoup plus les sionistes chrétiens, je veux dire, les sionistes chrétiens sont beaucoup plus virulents que les sionistes juifs. Ils sont d'une virulence qui est impressionnante. Et du côté israélien, toute l'extrême droite religieuse qui est prépondérante, ce facteur-là ne joue pas, de leur côté à eux, ne joue pas un rôle important dans cette politique, ou est-ce qu'il reste secondaire? C'est des néo-nazis. C'est plus des néo-nazis que des religieux. C'est-à-dire que la tendance auquel appartient Netanyahou, c'est ce qu'on appelle le sionisme révisionniste, dont son père était un adepte, et qui lui-même il est adepte. Ils sont plus proches du fascisme que de la Torah. Et ils sont en train de faire une alliance. Maintenant, vous avez une interprétation fascisante de la Torah. Et on le voit actuellement. Bon, ils sortent des versets, ils sortent les versets qui vont dans cette vision-là, dans une vision suprémaciste et raciste. Mais c'est une utilisation. Faut pas ils sont très présents. Donc les ultras, les sionistes extrémistes religieux, comme les sionistes représentés par Itamar Ben-Gvir, et les sionistes extrémistes laïcs représentés par Smotrich sont tous les deux présents. Ils sont tous les deux actifs et c'est sur eux que se base Netanyahou. Mais Netanyahou est d'abord un sioniste révisionniste. C'est vrai que le sionisme, c'est une idéologie raciste, mais à l'intérieur, vous avez différents courants. Et le pire des courants, est au pouvoir. Ce qu'on appelle les révisionnistes. C'est sionistes révisionnistes. Et ces gens-là, ce sont eux qui sont en train d'établir une alliance tactique plus que stratégique avec l'extrême droite européenne et l'extrême droite néo-nazie et fasciste, qui ont maintenant pignon sur rue, etc. qui sont maintenant de la France à la Hongrie, etc. Donc donc ce sont ces gens-là, parce qu'actuellement vous avez une alliance qui se fait entre ces deux courants-là. Donc on voit bien que ce qui les rassemble, c'est la vision raciste, suprémaciste, génocidaire, violente, belliciste. C'est ça et ils utilisent, même dans l'extrême droite. Certains sont d'extrême droite, ce sont des extrêmes droite de catholiques ou protestantes. Ils utilisent le facteur religieux, mais c'est des alliances de circonstances. Le fondamental, c'est une vision du monde, en considérant qu'il y a des hommes et des sous-hommes, qu'on n'est pas égaux devant Dieu ou devant les principes humanistes. Christophe Oberlin, la même question. Est-ce que pour vous, le facteur religieux est plus important? Est-ce qu'il est surestimé ou est-ce qu'il joue quand même un rôle politique important, que ce soit dans les cabinets de décision politique à Tel Aviv ou que ce soit dans le cabinet de Trump aux États-Unis? Moi, je crois qu'effectivement, le facteur religieux est très important et il a été bien détaillé là par Yamil, mais on peut, disons, le résumer en disant que d'un côté, ce facteur religieux est instrumentalisé, c'est-à-dire que ce ne sont pas, pour moi, les vrais religieux
et ça, c'est vrai pour toutes les religions. Il y a le dogme, il y a les personnes individuellement, et puis il y a l'esprit de la religion. L'esprit de la religion, c'est quelque chose qui est au-dessus et qui normalement doit s'imposer. Et quand on regarde à gauche, à droite, on s'aperçoit que cet esprit religieux, le vrai, quand d'une religion bien comprise, eh bien, il y a énormément de convergence. Donc, d'un côté, il y a une instrumentalisation, c'est-à-dire une utilisation dans l'agression, et de l'autre côté, il y a une protection parce qu'il y a des convictions qui, dans les moments les plus difficiles, eh bien, contribuent à vous apaiser. J'ai mis l'exemple à Gaza que j'ai vécu sur place, y compris d'ailleurs depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, j'y suis allé une fois seulement depuis. Eh bien, je dormais dans un hôpital avec des petites paillasses par terre et à côté de moi, il y avait deux Palestiniens, deux anesthésistes, deux médecins anesthésistes. L'un avait perdu sa femme une semaine auparavant dans un bombardement et l'autre, son père, avait réchappé d'un bombardement quelques mois avant et avait été tué par un sniper au sol un mois auparavant. Eh bien, les deux étaient là, les deux étaient en action, les deux étaient toujours debout, même si nous étions couchés les uns à côté des autres. Et ça, c'est quelque chose où la dimension religieuse joue, où il y a une sorte d'apaisement, il y a une force. Et c'est quelque chose que les Occidentaux, laïcs et athées, ne peuvent pas percevoir. Et même s'ils disent qu'ils en sont conscients, ils n'en sont pas conscients. Donc ce facteur religieux est très important. Mais je voudrais terminer sur cette question par une anecdote. J'ai étudié la vie du Cheikh Yassine, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et un jour, le grand rabbin d'Israël a voulu essayer de faire une initiative pour la paix. Et il a envoyé le rabbin Fruman, qui était un rabbin, disons, présentable, en tout cas pour les Palestiniens, avec un message. Et le cheikh Yassine, qui était aussi quelqu'un qui avait de l'humour et aussi le sens de la communication, a accepté de recevoir le messager du rabbin Fruman. Yassine avait convoqué la télévision, les politiques, tout le monde était là et on attendait qu'une initiative pour la paix vienne des religieux. Et lorsque tout le monde était là, que les caméras tournaient, Yassine a reçu la lettre de Fruman et il a tendu à l'un de ses collaborateurs que je connais bien, et il lui a dit, va porter cette lettre à Yasser Arafat et demande-lui s'il m'autorise à ouvrir cette lettre. C'est-à-dire qu'il reconnaissait qu'il y avait une autorité politique avec finalement laquelle non seulement il fallait composer, mais faisait partie de l'unité des Palestiniens. Donc il a refusé la connotation religieuse de l'initiative à partir de religieux en disant c'est un problème politique et aux politiques d'être en première ligne. Alors, deuxième volet de cette question concernant le facteur religieux, hein, cette fois-ci sur le monde musulman. Comment expliquez-vous que la quasi-totalité des gouvernements politiques du monde sunnite, je parle des gouvernements, je ne parle pas des populations, soient inféodés, largement inféodés aux États-Unis et même aujourd'hui à Israël? Je pense évidemment à l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats, le Maroc et même à la Turquie qui recevait quelques jours avant le 7 octobre Netanyahou. Erdogan recevait personnellement Netanyahou, et la Turquie qui a fait du commerce avec Israël pendant des mois durant le génocide. Et d'ailleurs, ça avait fait un tollé en Turquie dans l'opinion publique. Et de l'autre côté, nous avons des États, quelques États ou organisations armées engagées dans un conflit militaire avec Israël. À l'exception des organisations palestiniennes, ces États, ou plutôt 7 États, parce qu'il s'agit de l'Iran, et ces organisations armées sont chiites, duodécimaines ou zaïdites, avec l'Iran, donc le Hezbollah libanais, les Houthis yéménites et des milices irakiennes. Est-ce que cette situation s'explique, cette situation géopolitique s'explique par des causes religieuses, sunnites d'un côté et chiites de l'autre, ou bien ces situations sont-elles seulement politiques, voire politico-religieuses? Yamin Makri, comment est-ce qu'il faut comprendre cette situation-là? Alors, comprendre qu'à travers la grille de lecture de l'appartenance confessionnelle, c'est une très grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Parce qu'elle ne dit pas tout. Elle dit des choses, mais elle ne dit pas tout.
Alors, je vais vous donner des exemples pourquoi ne dit pas tout et qui prouvent ça. Vous savez, on a tendance à dire que parmi les plus grands pays collaborateurs avec Israël, actuellement, on considère que c'est les Émirats arabes unis qui sont, et d'ailleurs c'est pour ça que ce sont ceux qui reçoivent le plus de missiles actuellement, avec Bahreïn. Bahreïn, c'est pour d'autres raisons, mais c'est pas par hasard. C'est le pays le plus collaborateur, parce que c'est pas une collaboration, c'est une alliance. C'est une alliance, on va beaucoup plus loin. C'est pas du tout ce qui se passe avec l'Égypte, c'est pas du tout ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite. Ils ont été beaucoup plus loin que les autres. Et effectivement, c'est des sunnites. Et les autres pays où ils ont signé la collaboration, les États, on parle bien des États, ou bien ils ont un silence qu'on peut considérer comme complice. C'est vrai, c'est un fait. Et nous avons ici l'Iran et tous les groupes armés actuellement en Irak, au Liban, etc., qui sont des groupes armés les plus importants, qui sont les plus actifs, qui sont des groupes chiites. Ce qu'on oublie de dire, c'est que parmi les plus grands pays collaborateurs et qui sont en alliance, pas seulement en collaboration, qui sont en alliance avec Israël, il n'y a pas que les Émirats arabes unis. Il y a un autre pays dont on ne parle jamais. C'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui fournit tout son pétrole, qui est l'un des plus gros pays exportateurs vers Israël en termes de pétrole, mais plus que ça, c'est au niveau culturel, au niveau stratégique, et c'est la base, et c'est devenu même une base armée contre l'Iran, parce qu'ils sont limitrophes avec l'Iran. Il faut jamais oublier que l'Azerbaïdjan est un pays chiite. C'est un pays chiite, avec un État laïque, avec une dictature laïque, on va me dire, à la Kemaliste Atatürk, c'est un peu parce que c'est des turcophones, à la différence des Iraniens qui sont des persanophones, qui sont perses, eux c'est des turcophones. Mais donc ça ressemble beaucoup les régimes les plus durs et les plus dictatoriaux de l'époque du kémalisme, etc. Mais c'est une population entièrement chiite. Les dirigeants sont des chiites. Donc dire que l'appartenance confessionnelle dit tout, c'est faux. C'est pas possible. Un autre élément qui dit que l'appartenance confessionnelle ne dit pas tout. C'est récent, cette collaboration. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite n'avait pas cette position dans les années 60, 70, n'avait pas du tout cette position-là. Ceux qui ont fait le plus grand embargo sur le pétrole suite à la guerre 73, ce sont des États arabes, etc., et qui l'ont payé d'ailleurs très cher. Et même dans les mouvements dits islamiques, beaucoup de gens qui appartenaient à différents mouvements islamiques sunnites ont participé à des affrontements sur le territoire palestinien, et ils sont morts martyrs. Ça veut dire qu'en fin de compte, cette situation-là, premièrement, elle n'est pas structurelle, elle n'est pas liée à une confession, elle est conjoncturelle. Premièrement, c'est-à-dire qu'on vit une situation où actuellement les régimes sont tous affiliés à l'Occident collectif. Tous les régimes arabes, sans aucune exception, aucune. Je cite pas, mais je dirais aucune, excepté. Après, vous avez des pays qui ne le sont pas, mais c'est pas des pays, excepté l'Iran. C'est pas des pays, ce sont des groupes armés qui sont pas affiliés à un État. Au Yémen, c'est pas le Yémen officiellement, d'après l'ONU. C'est un groupe armé, le mouvement Ansar Allah, c'est un groupe armé, même s'ils ont pris un territoire. Au Liban, actuellement, l'État libanais est devenu un État collaborationniste. Il y a plus grosse différence entre l'État libanais et l'État syrien et l'État égyptien actuellement. C'est affolant ce qu'on voit. Dernièrement, aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient arrêter toutes les personnes qu'on considérait comme appartenant au CGRI, c'est-à-dire l'appartenance au CGRI. Maintenant, ils vont les arrêter. Qui est-ce qui a confisqué les armes au Hezbollah? C'est l'État libanais. Qui est-ce qui maintenant a imposé le visa à tous les Iraniens, etc., à qui ils n'accordent plus de visa? C'est l'État libanais. L'État libanais, maintenant, comme l'État syrien a basculé, l'État libanais est en train de basculer. Donc, en fin de compte, ce sont des groupes armés. Autre point qui est important, c'est la question de l'État. En fait, on voit que les peuples sont tous des amoureux de la Palestine, sans aucune exception. Tous les peuples arabes, etc., et tout, même au-delà, même les peuples musulmans, et maintenant bien au-delà des peuples musulmans. Certains peuples ont même été beaucoup plus loin que les peuples musulmans. Ils sont tous, c'est des États. Le problème de l'État, vous savez, l'Iran, très tôt, alors ça fait partie de leur configuration, un peu de l'histoire du clergé, tout ça et tout, mais ils ont compris que le piège de la question de l'État, c'est que c'est un énorme problème de donner, parce que les États sont dans des logiques où ils ont des responsabilités envers leur population, ils sont dans des prêts, ils ont des logiques avec le FMI, avec la Banque mondiale, dans des logiques commerciales, etc. et tout, qui fait que la raison d'État peut valoir maintenant des choses énormes.
Et d'ailleurs, même les peuples sont en train d'intégrer cet argument qui n'en est pas. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. Hein, c'est l'argument qu'on dit. Hein. Quand on parle à un Maghrébin, ou qu'on parle à un Égyptien, ou qu'on parle à un Syrien, on leur dit, mais comment ça se fait qu'ils ont fait? Ouais, mais on ne peut pas faire autrement, il faut bien comment on va faire pour manger, tu vois. Donc l'État et le FMI, la Banque mondiale et tout l'Occident collectif avec toutes ces institutions financières, économiques, industrielles, fait en sorte de tenir les États. Et actuellement, dans les pays du Sud, les États sont tenus. L'Iran, pourquoi elle fait exception? Parce que durant la révolution iranienne, Khomeini a mis en place quelque chose de particulier qui fait en sorte qu'en Iran, ce n'est pas l'État qui décide. Ce n'est pas l'État. Le CGRI, par exemple, qui est le fer de lance de la résistance, actuellement, hein, mais depuis toujours, ne répond que devant l'ayatollah, ne répond pas devant l'État. Ça fait un trésor bizarre, mais ça va plus loin que ça. Ce qu'on appelle le waqf, ça existe chez les sunnites comme chez les chiites. Mais les chiites, on en fait un développement incroyable, parce que c'est pas qu'au niveau militaire, c'est même au niveau institutionnel, même au niveau éducatif, social, intellectuel. Les grosses maisons d'édition iraniennes, il faut savoir que l'Iran, tout seul, produit, bon c'est un peu mon métier, c'est pour ça que je produit plus de titres en langue arabe que tout le monde arabe réuni. L'Iran, qui est un pays perse, il ne parle pas l'arabe. Mais l'arabe, pour eux, c'est fondamental. Vous allez à Qom, Qom, c'est une ville arabe. À Qom, tout le monde parle arabe, parce que c'est une ville religieuse, et la religion, c'est la langue arabe. Donc à Qom, vous allez à Qom, vous avez des Iraniens, des Irakiens, des Libanais, des Saoudiens, etc., parce que tous sont tous chiites. Là-bas, moi je suis parti à Qom, vous savez tout, j'ai vu, je suis sunnite, hein, faut calmer tous les ardeurs. Je suis un sunnite et fier de l'être. Vous allez à Qom, tout le monde parle arabe. C'est une ville arabe. Pourtant, les Iraniens ne parlent pas l'arabe. L'Iranien moyen ne parle pas l'arabe. C'est évident. C'est comme les Turcs, comme les Pakistanais, etc. Ils parlent leur langue, le perse, le ourdou, le turc, etc. Mais là-bas, ils produisent, eux, plus de titres que tout le monde arabe réuni. Et ça, c'est dû à une chose. C'est-à-dire que c'est. Le livre, hein, là, vous parlez de livres. Hein. Vous êtes en train de parler de livres. Je parle de livres. Il parle plus de titres, de livres religieux et non religieux. Tous les titres. Mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que. Et je vous dis, la crise du livre dans le monde arabe, elle est catastrophique. D'ailleurs, elle est à l'image de la décadence intellectuelle du monde arabe. Hein, actuellement, vous avez pratiquement, quasiment plus de production réellement de nouveautés. C'est quoi qui explique ça en deux mots? Non, c'est pas le sujet de l'émission, mais. Ouais, mais ça serait long parce que si on rentre dedans, je vais perdre le fil. Mais ce serait très long. C'est le monde arabe d'une décadence intellectuelle qui est totale, qui est au niveau religieux comme au niveau non religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de production, il n'y a plus de. Mais on disait ça donc le bien waqf. Il faut savoir que ce qu'on appelle, parce qu'en fait le waqf c'est compliqué à comprendre pour un esprit occidental. Le waqf, ce qu'on appelle en français les biens de main morte, hein, il y a plus longtemps. Le waqf, c'est pas le public, ça appartient pas à l'État, et c'est pas le privé. C'est un secteur qui est ni public ni privé parce que c'est pas vrai, ça appartient pas à une personne, ça appartient à Dieu. Un waqf, ça appartient à Dieu. Ça veut dire quand une personne fait un waqf, donc il le fait avec une finalité bien précise. Bon, en Iran, vous avez des finalités militaires, vous avez des finalités éducatives, sociales, etc. Et tout. Il y a de tout. C'est un waqf, ça peut être tout. Donc, elle doit rester comme ça, et vous n'avez pas le droit de vous l'approprier. Et en fait, ceux qui gèrent ne sont que les gérants. Et même l'État, hein, ce qui est respecté en Iran, mais qui par exemple n'est pas respecté en Algérie ou dans des pays musulmans où l'État se croit tout permis, même l'État n'a pas le droit, parce que ça appartient à Dieu, ça appartient pas à l'État non plus, n'a pas le droit de mettre sa main ou ses pieds à l'intérieur. Il y a une finalité, elle a une finalité sociale ou autre, et ça doit être respecté. Ça fait que vous avez un secteur qui est indépendant de l'État. Vous avez en fin de compte une grande partie de la population iranienne qui, pour des raisons sociales, éducatives, scolaires, humanitaires et militaires, ne vivent pas aux dépens d'un État. Si l'État faillit, la structure continue. Ils sont autofinancés, et constitutionnellement, par exemple par rapport au CGRI, constitutionnellement, ils ont une part dans les rentes pétrolières. Ça veut dire que le CGRI est financé par des rentrées pétrolières, mais ça passe pas par l'Assemblée nationale, ça passe pas par le vote. C'est constitutionnel. Ce qui leur donne une indépendance financière. Ça veut dire que l'État peut pas mettre la main dessus. S'il y a une co-gérance,
c'est une cogérence avec les autres responsables. C'est-à-dire que si l'Algérie ne fait rien qui va causer problème à l'armée iranienne, mais elle n'est pas du tout l'armée iranienne. Vous avez entendu l'armée iranienne, elle est très peu présente, l'armée iranienne, même dans ce conflit-là. C'est le CSGI qui est présent. Et même là, au niveau militaire, parce qu'il y a une guerre, mais imaginez la même chose au niveau social. Imaginez la même chose au niveau industriel. Imaginez-vous la même chose au niveau des hautes technologies, des technologies de pointe que maîtrise maintenant l'Iran. Ce sont des biens WARF qui gèrent ça. Et c'est pas dépendant des aléas d'un État qui un coup dit on va y aller, un coup on dit on n'y va pas. Ce qu'on voit en France, tu vois, où les gens se plaignent un peu d'une politique étatique qui est erratique, qui est liée à des circonstances. Quand vous allez dans des projets de fond, qui est l'éducation, qui est la formation, c'est des projets de fond qui se concrétisent qu'au bout de 30 ans, 40 ans. Elle peut pas supporter les aléas d'un État qui un coup est en guerre, un coup est en paix, un coup considère c'est pas une priorité, un coup c'est une priorité. Ça fait que vous avez des gens qui gèrent ces biens WARF, que ce soit des techniciens, des religieux, c'est polyvalent. Ces gens-là qui ont une vision longue, c'est ce qui fait que c'est ce qui donne une stabilité à ce pays. En fait, vous savez qu'en Iran, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a même des gens qui sont dans le gouvernement iranien actuellement. Et leur vision, c'est quoi? C'est transformer l'Iran en un grand Dubaï. Ils n'ont qu'une vision fric. Ils sont actuellement dans les ministères iraniens. Ça existe en Iran. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on ne négocierait pas avec Israël. Pourquoi si ça nous permet d'ouvrir tous les marchés. Si l'Iran peut devenir, parce que l'Iran a des richesses, c'est impressionnant. L'Iran a des richesses qu'elle a. Pétrole, gaz, bon déjà c'est énorme. Hein, vous avez des pays comme l'Algérie qui sont en fin de vie par rapport à leur pétrole, et leur gaz sont en train d'en finir. L'Iran, c'est énorme les potentialités qu'elle a. Et je ne parle pas des terres rares, ça veut dire qu'en fait, si les restrictions qu'impose l'Occident et l'Amérique étaient levées à l'Iran, l'Iran pourrait faire un développement économique impressionnant. Et les gens se disent, voilà, à cause de la Palestine, à cause de ça, ce sont des gens qui sont importants, et qui ont le droit de parler. Ils ne sont pas mis en prison. Il y a un débat démocratique, c'est ça qui se fait. Mais et ça explique des fois des positions un peu changeantes de l'État iranien. Mais les biens WARF ne changent pas. Leur vision au niveau des développements de technologie, au niveau de la rétro-ingénierie des armes, au niveau de la formation, en particulier les femmes. Personne ne le sait. Mais en Iran, c'est peut-être la population musulmane où les femmes sont le pays musulman où les femmes sont les plus instruites. Oui, ici, ça a été dit plusieurs fois, ouais. C'est impressionnant. En Iran, c'est peut-être le pays musulman où la natalité est la plus faible. Pourquoi? Parce que toutes les femmes vont à l'université. Donc, elles se marient très tardivement. Donc, le taux de natalité en Iran, c'est 2. 2, c'est les taux un peu occidentaux. Demain, ça va être un problème pour l'Iran. Mais il faut savoir, c'est ça. Et ça a été développé par les biens WARF. Ça a été développé par des directives des religieux. Cette indépendance, cette limitation de l'État fait qu'en fin de compte, la mainmise du FMI, de la Banque mondiale, tout ça et tout, restera toujours très limitée. Et ça, c'est très important. Alors que dans les autres, vous avez une scission actuellement dans les pays musulmans sunnites, parce que le plus grand pays chiite, ça reste que l'Iran, à part l'Azerbaïdjan qui reste le deuxième pays chiite. Mais vous voyez que dans les autres, carrément, il y a une scission entre le peuple et l'État. Il n'y a plus de lien entre le peuple et l'État. Les gens ne se reconnaissent plus dans leur État. Et l'État est totalement inféodé. Et maintenant, le peu d'États qui restaient, comme le Liban, comme la Syrie, même ces États-là sont tombés. D'accord. Merci beaucoup, Yamin Makri. Donc, c'est un sujet extrêmement intéressant. C'est ce modèle du WARF à mi-chemin entre le public et le privé. Christophe Oberlin, voilà, sur ce constat que je posais que je posais justement sur une base confessionnelle, mais c'était le sens de la question. Est-ce que le facteur religieux doit être pris en compte pour comprendre un petit peu concernant les différents acteurs qui aujourd'hui résistent par rapport à l'expansionnisme israélien et l'impérialisme américain, à l'exception des organisations palestiniennes, hein, je le répète. Voilà, les autres acteurs étatiques, donc il n'y a que l'Iran, et les autres acteurs sont des organisations paramilitaires chiites. Voilà, est-ce que vous y voyez un sens? Est-ce que vous pouvez nous apporter votre analyse là-dessus? Est-ce que le facteur confessionnel explique ça ou c'est simplement un facteur politique? Écoutez, pour résumer, je n'ai pas la culture de notre ami, de Yamin.
Mais de façon beaucoup plus simple, je dirais que il y a un fossé entre, puisque la question c'est celle des pays arabes, il y a un fossé entre les exécutifs, ceux que j'appellerais l'exécutif et non pas l'État. Alors l'État, on en a parlé tout à l'heure, mais Gilles Devers me disait, il avait une bonne formule, il disait l'État c'est comme un enfant, c'est-à-dire qu'il est né son existence ne dépend pas de la reconnaissance à la mairie, à la municipalité ou même de la reconnaissance par les parents. L'État, c'est le peuple. Voilà. Donc moi, j'utilise plus volontiers le mot exécutif et on perçoit à travers ce mot ce qu'il a de transitoire. Un exécutif est changeant. Et d'une manière générale, malheureusement, on est bien obligé de généraliser, les pays arabes ne se caractérisent pas par des exécutifs particulièrement clairvoyants sur la question israélo-palestinienne, à l'inverse de l'État, c'est-à-dire du peuple, qui est massivement, comme tout le monde le sait, en faveur du droit international et de celui des Palestiniens en particulier. Toute une série d'États arabes, d'exécutifs, pardon, eh bien, reposent sur des personnes. Et ces personnes, eh bien souvent, commettent des accords à l'insu du peuple. J'en veux pour exemple, par exemple, les États-Unis, dès que la Cour pénale internationale est née, se sont sentis menacés. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils ne sont pas à la Cour pénale internationale, heureusement, car ils en seraient partis. Disons que leur financement aurait eu une certaine importance. Là, la question ne se pose pas. Mais les États-Unis, depuis la création de la Cour pénale internationale, ont signé avec à peu près 90 États des accords par lesquels si un citoyen américain était menacé à la Cour pénale internationale, eh bien, il ne le livrerait pas s'il séjournait dans leur territoire, c'est-à-dire une non-agression envers les Américains poursuivis par la Cour pénale internationale. Et 90 pays ont signé, dont 45 sont en même temps adhérents au statut de Rome, à la Cour pénale internationale. Et parmi ceux-là, un certain nombre d'États arabes, donc il y a peu d'États arabes qui soient à la Cour pénale internationale, et je crois que la moitié des organisations de l'organisation de la conférence islamique n'y sont pas, même plus de la moitié. Voilà, donc on voit qu'il faut distinguer entre des personnes qui sont là transitoirement, bien souvent pas par la volonté populaire, et qui en réalité ne représentent pas l'État ni le peuple. Ils représentent un exécutif qui est là pour un temps limité. Et cette cartographie, on peut la voir d'une façon assez visible, assez pédagogique, en observant tous les États qui ont des bases militaires américaines. Une base américaine sur un territoire, et c'était rappelé ces jours-ci par Jeffrey Sachs, qui est un économiste américain de très haut rang et qui est actuellement conseiller de l'ONU, mais qui a eu beaucoup d'autres fonctions auparavant. Il disait, à partir du moment où vous avez une base militaire américaine, vous êtes l'esclave des Américains. Et donc, c'est particulièrement visible en ce qui concerne un certain nombre de pays arabes. Et l'avenir, évidemment, est d'essayer de sortir de cette dépendance, tout simplement en refusant, comme ça a été fait d'ailleurs, que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu ces jours-ci des initiatives qui ont été prises de la part d'États arabes ayant une base américaine. Et Jeffrey Sachs conseillait aussi à l'Inde, qui est cet immense pays montant, de ne surtout pas se laisser aller à accepter l'implantation de bases américaines. Et donc, l'OTAN, c'est une base américaine en Europe et qui est la source de la faiblesse européenne sur le dossier sur la question israélo-palestinienne. Merci beaucoup, Christophe Oberlin. Merci beaucoup, Yamin Makri, pour vos deux éclairages politiques sur cette question qu'on va suivre très attentivement. Je remercie également tous nos auditeurs pour leur fidélité. Je souhaite à toutes celles et à tous ceux qui pratiquent le jeûne une excellente rupture de jeûne, Sahaf Turkum. Et je vous donne rendez-vous donc prochainement sur cette chaîne, sur Mizzen TV. Merci à vous, messieurs.